Avant même le verdict des boîtes noires, les compagnies allemandes et britanniques ne veulent plus desservir l'aéroport de Sharm el-Sheikh. La France déconseille ce soir à ses ressortissants de s'y rendre. La thèse de la bombe à bord de l'avion russe qui s'est crashé samedi dernier semble plus que jamais privilégiée ce soir. Une star du foot mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Karim Benzema aurait avoué avoir joué un rôle dans la tentative de chantage qui a visé son coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Un nouveau bras de fer à l'ONU entre Palestiniens et Israéliens. Ramallah accuse Israël de prélever des organes sur les corps des terroristes qui ont été tués ces derniers jours. Israël parle de nouvelles campagnes à visée antisémite. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, et pour commencer, comme c'est hélas le cas quasi quotidiennement, cette nouvelle tentative d'attaque au couteau dans le Gush Etzion en Cisjordanie, un Palestinien a tenté cet après-midi de s'en prendre à plusieurs personnes qui étaient en train d'attendre l'autobus sur le bord d'une route. Il a été abattu cette fois après avoir brandi son couteau au moment où il allait atteindre ses cibles, mais sans avoir eu le temps de blesser qui que ce soit. Le Palestinien a été tué par un soldat qui se trouvait en faction. L'aéroport de Sharm el-Sheikh en Égypte ne sera plus desservi par les compagnies britanniques et allemandes. La crainte qu'une bombe ait explosé à bord du vol russe qui transportait 224 personnes samedi dernier se fait de plus en plus prégnante, alors qu'officiellement, Russes et Égyptiens ne veulent pas encore parler d'attentat, préférant attendre le verdict définitif des boîtes noires. Maxime Pérez. Arrivée discrète au 10 Downing Street pour Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien est en Grande-Bretagne pour 72 heures. Une visite où il est question de coopération sécuritaire avec le Premier ministre David Cameron. Mais le contexte est pour le moins délicat. 5 jours après le crash d'un avion russe dans le Sinaï. Londres vient d'annoncer la suspension des vols entre Sharm el-Sheikh, d'où avait décollé l'Airbus A321, et le Royaume-Uni. Je comprends que le Premier ministre britannique s'inquiète du sort de ses ressortissants. C'est son droit le plus naturel. Nous répondrons à chacune de vos demandes et nous sommes disposés à montrer les moyens que nous avons engagés sur le terrain, y compris à des experts britanniques, de sorte que nous puissions vous montrer que nos aéroports sont parfaitement protégés et répondent aux normes de sécurité. Secretary Patrick McLaughlin. Comme Washington, Londres estime probable qu'une bombe soit responsable du crash ayant causé la mort de 224 passagers et qui a été revendiquée par les djihadistes de l'État islamique. Nous pensons qu'il y a une forte possibilité qu'un engin explosif se trouvait à bord. Si tel est le cas, une enquête déterminera qui en est responsable et quelles sont ses motivations. Mais ce n'est pas la question la plus importante pour le moment. Ce qui compte, c'est la sécurité des passagers et des avions britanniques, et c'est sur cela que nous nous concentrons actuellement. Les autorités britanniques doivent à présent gérer le retour de près de 20 000 de leurs ressortissants coincés en Égypte. Un vaste pont aérien pourrait être mis en place depuis l'île de Chypre, où des appareils de la Royal Air Force serviraient au rapatriement des citoyens britanniques. En Allemagne, la compagnie aérienne Lufthansa a décidé de suspendre ses vols vers l'Égypte. Dans les grands aéroports du pays, comme ici à Düsseldorf, les passagers ne cèdent pas à la psychose, mais l'inquiétude est présente dans les esprits. Je suis toujours un peu nerveuse quand je dois voyager et aujourd'hui je le suis plus que d'habitude. C'est normal. On en parle entre nous, même si c'est vrai que l'aéroport de Düsseldorf est très sécurisé. Pour l'heure, la Russie refuse toujours de privilégier la piste terroriste et reproche à Londres son manque de transparence. Son Premier ministre Dimitri Medvedev estime qu'il est trop tôt pour dresser des conclusions, tout en annonçant un renforcement des mesures de sécurité concernant les vols de compagnies aériennes russes. Alors on est en ligne avec Michael Horowitz qui est expert en géopolitique. Bonsoir Michael. Bonsoir. On voit bien ce soir qu'il y a d'un côté ceux qui ont déjà, on va dire, fait pencher la balance pour la bombe à bord de l'avion, et puis ceux, les Russes et les Égyptiens, qui ne veulent pas encore parler d'attentat. C'est une nuance qui a évidemment des fins politiques. Oui, effectivement, pour l'Égypte, il faut se rendre compte que ce serait, si l'attentat est avéré,
ce serait un coup de grâce pour l'industrie touristique au Sinaï, qui est extrêmement importante pour l'Égypte, qui a par ailleurs déjà subi les conséquences de plusieurs attentats, et je vous rappelle de l'erreur qui avait été faite par les hélicoptères égyptiens qui avaient tiré sur un groupe de touristes dans le désert près de la Libye. Donc pour l'Égypte, c'est très clair, il ne faut pas reconnaître l'hypothèse de l'attentat. Pour la Russie, c'est un peu plus compliqué, puisque effectivement, vous l'avez rappelé, la Russie continue à nier la thèse de l'attentat, mais que quand même il y a un porte-parole du Kremlin qui a dit à demi-mot que la Russie n'écartait pas complètement cette hypothèse. Donc ce qui est sûr, c'est que vous avez vraiment un changement de ton quand vous comparez la situation aujourd'hui à celle d'il y a quelques jours, où la Russie avait nié en bloc et où les États-Unis et la Grande-Bretagne, eux, n'avaient rien dit. Donc on a un véritable changement de ton. On a visiblement certaines preuves, ou en tout cas un faisceau d'évidence qui semble rendre la prise de responsabilité de l'État islamique plus crédible. Donc on a un véritable changement qui va avoir, même si l'enquête n'est pas conclue, un impact sur l'industrie touristique en Égypte. Alors venons-en maintenant au procédé. Est-ce qu'on arrive ce soir à imaginer ce qui a pu se passer et est-ce qu'une bombe a bien été posée à bord? Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments dès ce soir ou c'est encore trop tôt? Il est encore trop tôt pour avoir des éléments concluants, mais enfin, pour l'instant, on en reste à faire des spéculations. Il y a l'hypothèse qui semble être l'hypothèse privilégiée, celle d'une bombe dans la soute à bagages. Une autre hypothèse, ce serait celle d'un djihadiste de l'État islamique qui serait arrivé à être à bord de l'avion russe et qui aurait pu soit activer lui-même la bombe ou alors faire en sorte que l'avion se crache dans le désert du Sinaï. Ce sont des hypothèses qui sont possibles, puisqu'il faut se rappeler que l'État islamique a non seulement pu infiltrer en partie l'armée égyptienne et les services de sécurité, c'est quelque chose qu'on a vu dans le passé, et que aussi il y a des membres de l'État islamique qui sont russophones, donc ces spéculations sont ouvertes. Et à mon avis, je voudrais revenir sur l'autre côté de l'aspect médiatique, c'est l'État islamique qui, lui, a diffusé un enregistrement qui redéclare, donc qui réaffirme que le groupe est responsable, sans pour autant apporter de preuves, et qui, à mon avis, en fait, a tout intérêt à faire traîner l'enquête, puisque ça lui apporte, ça fait, si vous voulez, ça déstabilise l'Égypte qui apparaît complètement isolée, et ça permet aux médias de continuer à spéculer sur les moyens qu'aurait pu utiliser l'État islamique pour faire cette possible attaque. Merci Michael Horowitz, expert en géopolitique, pour cet éclairage. On rappelle que les boîtes noires n'ont toujours pas donné un verdict définitif à l'heure qu'il est, mais la France, elle, qui n'exploite pas de vol direct entre Paris et Sharm el-Sheikh, eh bien, déconseille ce soir à ses concitoyens de se rendre vers cette destination touristique. Seuls les déplacements, je cite, indispensables peuvent avoir lieu. Et Paris a du coup décidé également de déployer son porte-avions Charles de Gaulle dans la région afin d'intensifier la lutte contre l'État islamique. Écoutez François Hollande. J'ai décidé ce matin l'envoi du groupe aéronaval, c'est-à-dire du porte-avions Charles de Gaulle, sur cette zone, de manière à ce qu'il puisse nous aider dans les opérations que nous conduisons. C'est un choix réfléchi, c'est un choix important. Nous menons des opérations en Irak et en Syrie et le porte-avions nous permettra d'être plus efficaces en coordination avec nos alliés. Voilà, François Hollande qui s'exprimait, vous avez pu le lire, juste sur son pupitre, à l'occasion de l'inauguration à Paris aujourd'hui du nouveau siège du ministère de la Défense, calqué sur le principe du Pentagone américain. Il est d'ailleurs dessiné en fonction des contours géographiques de la France, qui lui vaudra d'ailleurs peut-être le surnom d'Hexagone. Et il regroupe pour la première fois les états-majors des trois armes, marine, aviation et armée de terre.
C'est l'autre grosse information de la journée. L'attaquant vedette du Real Madrid et de l'équipe de France, mis en examen à Versailles dans l'affaire de la vidéo intime d'un autre footballeur, Mathieu Valbuena. Benzema est mis en cause pour complicité d'extorsion de fonds et association de malfaiteurs en vue de commettre un chantage. Il est d'ailleurs placé sous contrôle judiciaire, mais lui continue de clamer son innocence. Joseph Emmanuel. Inculpé pour tentative de chantage sur son coéquipier Valbuena, Karim Benzema est déféré devant la justice dans un scandale autour de l'équipe de France. Tout commence par une vidéo intime de Mathieu Valbuena avec sa compagne, une vidéo évidemment faite à leur insu par 3 escrocs. Mais c'est Benzema qui évoque à son coéquipier l'existence de cette vidéo il y a 2 mois lors d'un rassemblement des Bleus. L'attaquant du Real Madrid aurait été contacté par un ami d'enfance, lui-même en contact avec les escrocs. Le but, faire en sorte que Benzema pousse son coéquipier à céder au chantage. Le Madrilène a reconnu s'être mis d'accord avec son ami d'enfance sur ce qu'il devait dire pour que son coéquipier négocie exclusivement avec lui. Mais s'il reconnaît les faits, Benzema a une toute autre interprétation. Il serait même rassuré que l'affaire sorte, selon son avocat. Karim Benzema est heureux, même satisfait de pouvoir finalement mettre fin à cette pénible polémique. C'est une affaire dans laquelle il n'a pris aucune part. L'attaquant des Bleus affirme même avoir rendu service à son coéquipier, un service que la justice voit comme une tentative d'extorsion de fonds. L'affaire risque de freiner la carrière de Benzema, celle de Valbuena aussi. En ce qui concerne Mathieu Valbuena, même s'il est moins performant en ce moment avec son club, l'Olympique lyonnais, vous comprendrez facilement qu'il n'est pas dans les meilleures conditions psychologiques par rapport à toute cette affaire. Et donc j'ai pris la décision de le laisser souffler par rapport aux 2 matchs très importants qui nous attendent. Le mois dernier, c'est Djibril Cissé qui avait été placé en garde à vue dans cette affaire avant d'être relâché. Karim Benzema pourrait voir son passeport confisqué par la justice. Une mesure très contraignante pour les matchs joués à l'extérieur de l'Union européenne. Le carton rouge est donc sévère, mais il n'a pas été réclamé par Valbuena. Sur sa page Facebook, il publie ce jeudi une photo avec son coéquipier. Une photo prise il y a plus d'1 an, quand les 2 joueurs avaient le même objectif, faire briller les couleurs de l'équipe de France. Voilà, interdiction de rencontrer Mathieu Valbuena, c'est l'une des clauses du contrôle judiciaire imposé à Benzema. Ça tombe bien, de toute façon, les 2 joueurs ne sont pas dans la sélection de l'équipe de France annoncée par Didier Deschamps. On va en parler avec Antoine Greenbaum, journaliste sportif en ligne avec nous depuis Paris, qui suit de près cette affaire. Bonsoir Antoine. D'abord, les dernières nouvelles, Benzema ce soir est rentré à Madrid. Oui, il est rentré à Madrid et d'ailleurs il est arrivé il y a quelques minutes au centre d'entraînement du Real Madrid. Florentino Pérez, le président du Real, est passé le voir. Autant dire qu'il y aura état d'urgence à Madrid dans les heures qui viennent, et notamment sur le plan de la communication. On sait que le centre d'entraînement du Real Madrid, Valdebebas, on peut s'en servir comme d'un coffre-fort. Ça avait déjà été le cas lorsque le Real avait protégé Benzema dans le cadre de l'affaire Zaya. Ils vont absolument tout bloquer, couper à tout accès à Karim Benzema du côté du centre d'entraînement du Real Madrid et en ce qui concerne la communication du Real. Par rapport à l'affaire en elle-même, l'info que je peux vous donner, c'est une info qui m'a été livrée par un proche de Valbuena en fin d'après-midi, c'est que la mise en examen de Benzema ne résulte pas des déclarations de Valbuena, mais de l'enquête de la police. Valbuena n'a toujours pas été entendu par la PJ. Il a déposé plainte, mais il ne s'est pas constitué partie civile. Donc, il n'a pas accès aux pièces du dossier. Et ce proche de Valbuena qui m'expliquait que le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais vivait très très difficilement cette situation. Désormais, il va falloir savoir ce que se sont dit les 2 joueurs, Benzema et Valbuena, lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Ce sera la parole de Valbuena contre celle de Benzema, l'attaquant du Real qui risque jusqu'à 5 ans de prison. Alors, il faut parler maintenant des conséquences. D'abord, sur la carrière personnelle de Benzema. Vous nous parliez tout à l'heure du Real qui entend le protéger. Pour l'instant, rien ne va changer. Il va pouvoir continuer à jouer normalement avec le Real ? Ah bah oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci concernant Karim Benzema. Il va continuer de jouer. Je pense que psychologiquement, Rafa Benitez et les cadres du vestiaire vont l'entourer, vont chercher à lui montrer leur affection par rapport à cette affaire-là.
je vous le dis, du côté du Real, on protège l'institution Madrid, l'institution Real Madrid. En Espagne, on est complètement choqué, abasourdi par cette affaire, parce que les Espagnols sont très respectueux vis-à-vis de la justice française, de ce que représente la justice française en Europe et l'institution sur le plan européen. En plus, les Espagnols l'aiment bien, Karim Benzema, c'est un attaquant sur lequel Rafa Benitez, l'entraîneur du Real, compte énormément. Autant vous dire qu'on va le protéger énormément. Après, Jean-Charles, il faut se poser aussi des questions concernant son avenir en équipe de France. Alors justement, l'équipe de France qui n'avait pas besoin de ça, il a fallu des années pour effacer le souvenir de Naïsna. Un nouveau scandale aujourd'hui, Antoine, et ça peut faire des dégâts encore. Beaucoup de dégâts. Depuis le début de la journée, certaines personnes m'appellent, comme par hasard, pour m'expliquer que Karim Benzema serait impliqué dans telle ou telle affaire qui nuirait à la personne de Karim Benzema, avec des choses négatives qui me sont racontées par telle et telle personne que je n'ai pas eu le temps de recouper. J'ai peur pour Karim Benzema qu'il y ait un lynchage médiatique, malheureusement, comme c'est très très souvent le cas quand ça démarre de la sorte. L'équipe de France dans tout ça, qui va peut-être perdre l'un de ses meilleurs joueurs pour l'Euro 2016. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que Valbuena et Benzema, aujourd'hui, ils ont interdiction de se rencontrer, d'entrer en contact. Mais je ne peux pas imaginer une seule seconde, même si l'affaire judiciaire évolue, que Benzema et Valbuena puissent de nouveau évoluer sous le même maillot. Et imaginez en plus, si Lyon et le Real Madrid étaient tombés dans la même poule de Ligue des Champions, imaginez la situation. Donc sur le plan sportif, en termes d'image, pour Karim Benzema, c'est évidemment très très particulier. Après l'affaire Zaya, après l'affaire du permis de conduire, il y a donc cette mise en examen qui représente un véritable frein à l'évolution de sa carrière. Merci Antoine Greenbaum, journaliste sportif en direct de Paris. Autre analyse maintenant, bien le point de vue d'un agent de joueur justement qui connaît bien donc le milieu du foot et l'entourage des joueurs de football qui est donc semble-t-il en cause dans l'histoire Benzema. C'est Franck Bellassène qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Est-ce que vous êtes surpris des développements de cette affaire? Parce que effectivement c'est quand même quelque chose d'assez étonnant quand on voit ça d'un œil extérieur au football. Surpris du développement, on l'est tous, hein, parce que c'est quand même aujourd'hui deux cadres importants de l'équipe de France qui sont touchés. Un qui est en l'occurrence apparemment victime et apparemment un qui est plus à mon avis victime de connaissances qu'il a. Voilà. Donc aujourd'hui forcément c'est très surprenant, mais bon il faut aujourd'hui laisser la justice travailler et voir comment va évoluer cette affaire. Vous qui connaissez bien donc les joueurs de football, est-ce que vous les mettez en garde? Est-ce qu'on peut arriver, quand on est agent justement, à faire en sorte que l'entourage n'ait pas de l'influence parfois néfaste sur les joueurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut arriver à faire et que peut-être Benzema n'a pas su faire? Écoutez, il y a l'entourage proche, c'est-à-dire la famille et en l'occurrence le métier que moi j'exerce, c'est-à-dire celui d'agent de joueur qui est tenu d'être licencié, qui est tenu d'avoir certaines obligations. Et puis après, vous avez l'entourage, la deuxième couche, comme on dit, c'est-à-dire le milieu duquel il vient, ses amis, ses connaissances lointaines. Et puis quand on a la notoriété qu'a aujourd'hui un joueur comme Karim Benzema, forcément, c'est comme le miel qui attire les guêpes. On peut se relever d'un tel scandale, même s'il n'y a pas de condamnation au bout. Est-ce que ça ne va pas quand même nuire à son image? Quoi qu'il arrive, déjà son image est touchée aujourd'hui, profondément même, parce que c'est quelque chose qui est imprévisible, qui arrive, il prend ça de plein fouet. Je suis persuadé qu'il s'est retrouvé au centre d'une conversation avec son collègue d'équipe de France. Et étant au courant des choses, lui a dit écoute, tu devrais laisser passer les choses, comme ça au moins personne n'en parlera, tu payes et tu passes à autre chose. Je suis persuadé qu'il l'a dit de façon amicale et vis-à-vis de Benzema et vis-à-vis de ses copains. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, il ne sait pas où il a mis les pieds. Voilà, je suis persuadé que c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, vous savez, le problème aujourd'hui, c'est quand on participe même de façon lointaine à une escroquerie, on est complice, et la complicité en France, c'est exactement la même peine que celui qui l'exécute. Merci beaucoup voilà. Franck Bellassène, agent de joueur, pour ce témoignage donc en direct à propos de cette affaire qui a connu donc ce développement judiciaire aujourd'hui avec la mise en examen de Karim Benzema.
Faut-il parler de scénario catastrophe ou de chance pour l'Europe? Plus de 3 millions de migrants vont arriver sur le continent européen et l'Union européenne d'ici à la fin de l'année 2017. Ce sont les prévisions de l'Union européenne dévoilées aujourd'hui et l'Europe entend même en tirer avantage. Cyril Amar. C'est la crise migratoire la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale et l'Europe n'est pas prête d'en voir la fin. D'ici 2017, 3 millions de migrants supplémentaires devraient entrer dans l'Union européenne. Des prévisions révélées ce jeudi par la Commission européenne dans son rapport d'automne. Un afflux massif qui pourrait être une aubaine pour l'économie européenne. Nous obtenons un impact sur la croissance économique qui serait faible, mais positif pour l'Union européenne dans son ensemble. Et cela augmenterait le PIB de 0,2 à 0,3% d'ici à 2017. Ça vient combattre, je crois, un certain nombre d'idées reçues et ça vient aussi conforter la politique que défend le président Juncker et la Commission en la matière. L'ONU aussi a révisé à la hausse les arrivées de migrants en Europe, 600 000 d'ici le mois de février, soit presque autant en 4 mois que le chiffre initialement prévu pour toute l'année 2016. Une moyenne de 5 000 arrivées par jour, principalement en provenance de Turquie et à destination de ces pays qui risquent à leur tour d'être affectés par la crise migratoire. Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Italie, Monténégro, Roumanie ou encore le Kosovo. Au total, plus de 750 000 migrants sont arrivés en Europe cette année. Moins chanceux, 3 000 réfugiés sont morts ou portés disparus en traversant la Méditerranée. Pour l'ancien président Sarkozy en France, déjà soupçonné d'irrégularité dans ses comptes de campagne, eh bien le leader des Républicains fait l'objet de nouvelles investigations sur une somme mystérieuse de près de 10 millions d'euros. Léa Berdugo. Plus de 10 millions d'euros inscrits sur les bulletins de dépenses de l'UMP, mais qui ne figurent pas dans les comptes de campagne. Des factures manquantes pour plus d'1,5 million payées à la société Agence Publique. Voilà qui suscite l'interrogation de la justice. Résultat, une confrontation entre les 13 mises en examen dans l'affaire des comptes de campagne de 2012 a été organisée le 9 octobre dernier. À quoi ont servi ces millions d'euros? Pas de réponse des anciens responsables du parti. Seul l'ex-directeur adjoint de la campagne, Jérôme Lavrieux, aurait une réponse. Il dit avoir relevé dans les comptes 2012 de l'UMP plus de 9 millions d'euros dans la rubrique frais de transport. C'était le seul à avoir reconnu une fraude dans cette affaire. La justice soupçonnait déjà que 18 millions d'euros aient été illégalement imputés à l'UMP par le biais de fausses factures d'une filiale de la société Bigmalion, gérée par des proches de Jean-François Copé, alors secrétaire général de l'UMP. Lors d'une campagne présidentielle, les dépenses sont limitées à 22,5 millions d'euros. L'objectif, faire en sorte que l'argent ne fasse pas gagner un candidat. Au-delà, le Conseil constitutionnel peut rejeter les comptes de campagne et priver un parti d'un remboursement de plusieurs millions d'euros. Si la dissimulation des plus de 10 millions d'euros est confirmée, cela risque d'affaiblir la version de Nicolas Sarkozy. Il avait qualifié la thèse du dérapage de ses dépenses de campagne de farce devant les juges. La scène s'est passée il y a quelques jours dans un avion de ligne africain. Un passager israélien est violemment agressé par un passager soudanais musulman. Agression qui a sans doute des relents de conflits israélo-palestiniens transposés sur le sol africain. On est en ligne justement avec ce passager victime de cette agression. Eric Zenouda, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé exactement à bord de ce vol Ethiopian Airlines ? Oui, ça s'est passé 20 minutes avant l'atterrissage de l'avion à Addis Abeba. Donc lorsque l'avion était avant l'atterrissage, des lumières, ils éteignent les lumières. Et on est assis et tout à coup je sens quelqu'un qui m'étrangle par derrière alors que tout le monde est censé être assis. Et c'est-à-dire que du coup je ne peux plus respirer, je ne peux plus appeler, parler, qui que ce soit. J'essaye d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort. Tant bien que mal, j'arrive à sortir un son, j'essaye de me dégager, mais il s'avère que la personne derrière moi était assez forte de corpulence. Et une hôtesse essaye d'arriver à mon secours. Elle se fait jeter au sol par ce passager. Et ensuite, deux autres stewards arrivent, aidés par un autre passager
qui arrive à dégager, de me dégager de son emprise. Comment vous avez su que justement vous étiez visé en tant qu'Israélien? Est-ce qu'il avait pu voir que vous étiez... Oui, tout à fait. Bon, il s'avère qu'il était assis derrière moi. L'avion était à moitié vide. Donc, bon, j'ai pas fait très attention que les personnes, la plupart des personnes étaient, je pense, musulmans dans l'avion. Et bon, j'ai mon ordinateur, mon laptop, donc il y a des touches en français et en hébreu. Ensuite, j'ai étudié un livre en hébreu, donc les signes ne manquaient pas. De manière générale, je suis assez vigilant. Là, bon, on se dit dans l'avion, c'est peut-être un peu plus sûr, donc on relâche un peu la vigilance, parce qu'on s'attendait vraiment, pas du tout à ce genre de situation. D'autant plus que ce Soudanais-là n'a pas lâché prise on l'a dégagé. Il est revenu vers moi à la charge et il m'a attaqué avec un appareil en fer. Il m'a tapé sur la tête. Jusqu'à ce qu'ils ont vu qu'il était trop dangereux, on m'a fait évacuer à l'arrière de l'avion en attendant que l'avion atterrisse pour me garder de tout danger. Vous avez l'habitude de voyager sur ce continent. Évidemment, vous dites que vous êtes vigilant. Là, vous avez l'impression que, lié aux événements peut-être qui se passent actuellement en Israël avec les Palestiniens, ça a pu influer ce geste? Tout à fait. C'est-à-dire que malheureusement, on s'aperçoit, c'est pas seulement sur le continent africain, c'est aussi en Europe, on le voit malheureusement aussi en France, lorsque il y a une recrudescence de la violence et toutes sortes de... comment dirais-je, toutes sortes d'abus au niveau des Palestiniens en Israël. C'est un impact sur les Arabes musulmans à l'étranger. Et effectivement, ça nous oblige à redoubler. Si déjà on est vigilant sur l'étranger, ça nous oblige à redoubler de vigilance à cette période-là. Vous avez l'impression d'avoir échappé à la mort? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que d'abord dans une situation bon, on essaye d'abord, il y a donc cet esprit de voir comment est-ce qu'on s'en sort, et puis ensuite en attendant l'atterrissage, c'est de prier au bon Dieu d'arriver sain et sauf, parce que il n'y a que lui qui peut nous garder dans ce genre de situation. Merci Eric Zenouda pour ce témoignage. Donc, vous avez été victime de cette agression particulièrement violente. On l'a entendu donc à bord de ce vol d'Ethiopian Airlines de la part d'un musulman soudanais. Merci à vous pour ce témoignage. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On évoquera ce nouveau bras de fer à l'ONU justement entre Israéliens et Palestiniens, et puis un procès anti-mafia gigantesque à Rome. Les compagnies allemandes et britanniques ne veulent plus desservir l'aéroport de Sharm el-Sheikh après le crash de l'avion russe. La France déconseille à ses ressortissants de se rendre sur cette destination touristique. C'est la thèse de la bombe à bord qui semble ce soir être privilégiée par les Occidentaux. Une star du foot mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Karim Benzema aurait avoué avoir joué un rôle dans la tentative de chantage qui a visé son coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Et puis un nouveau bras de fer à l'ONU entre Palestiniens et Israéliens. Ramallah accuse Israël de prélever des organes sur les corps des terroristes tués ces derniers jours. Israël parle de nouvelles campagnes antisémites. La pieuvre italienne est toujours bien vivante. Preuve en est ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Rome d'un méga réseau mafieux qui avait infiltré la municipalité de Rome presque à tous les étages. Joseph Emmanuel. C'est un procès hors norme qui s'ouvre à Rome, le plus grand procès anti-mafia depuis ceux des années 90. L'opération Main Propre réunit 46 accusés, des hommes politiques, des chefs d'entreprise et naturellement des criminels, un réseau tentaculaire baptisé Mafia Capitale. Au cœur du procès, deux hommes, Massimo Cartinati,
appelé le Noir en raison de son passé militant dans un groupuscule fasciste, et Salvatore Buzzi, dit le Rouge, pour ses activités dans les coopératives sociales de réinsertion. Carminati Buzzi, presque une raison sociale, un duo bien rodé dans un système de corruption qui frôle la perfection. Tous les secteurs de la ville sont touchés, gestion des ordures, gestion des espaces verts et même détournement de fonds destinés aux réfugiés de la capitale italienne. Carminati se charge de convaincre les récalcitrants. Il les convoque dans son QG, une station-service d'un quartier tranquille de Rome. De son côté, Buzzi agit tout en douceur. Après un séjour en prison pour meurtre, il est devenu une véritable icône de la réinsertion réussie. Il a la confiance des politiques, il les approche sans aucune difficulté. Le duo connaît son apogée lors du mandat de Gianni Alemanno, le maire de Rome entre 2008 et 2013. L'affaire est donc très vaste, mais selon l'avocat de Carminati, le principal accusé n'est responsable de rien. Vous ne voyez pas que tout cela est parfaitement orchestré. Nous avons attendu 1 an pour comparaître devant le tribunal et nous ne savons toujours pas pourquoi. Rien n'a été fait pendant 1 an, pas d'enquête depuis le jour de leur arrestation. Rien. Et depuis le jour de l'arrestation de Massimo Carminati, les carabiniers italiens ont largement diffusé les images de cette arrestation. Toute l'Italie a ces images en tête et toute l'Italie s'apprête à suivre cet énorme procès car il touche à la capitale. Certains affirment qu'il en va de la réputation de Rome, 4e puissance économique européenne. Le monde du milieu remonte donc à la lumière, cette zone grise où se mêlent les intérêts de responsables politiques, de fonctionnaires municipaux et de criminels en tout genre. Magistrats comme prévenus rejoindront la prison de Rebi Bibbia, où les attend déjà une salle d'audience sécurisée, une mesure exceptionnelle pour un procès considérable, un procès qui prouve que la mafia italienne est toujours très puissante. L'actualité économique à présent, c'est avec Lionel Friedfeld. Bonsoir Lionel. Charles. Il y a tout d'abord aujourd'hui l'annonce de ce vaste plan de restructuration au sein de la Banque française Société Générale. Effectivement, l'ASG a annoncé un plan stratégique à 2020. En fait, une agence sur 5 va être fermée. C'est près notamment de 400 agences en France. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a de plus en plus de digital en fait, dans la vie du client et des relations entre la banque et notamment le consommateur. Aujourd'hui, le téléphone portable, il y a à peu près 45 millions de connexions par mois entre la Société Générale et ses propres clients. Alors ça va avoir une répercussion. À 2020, il va y avoir entre 2000 et 2200 emplois qui devraient être notamment supprimés. En tout cas, la Société Générale se porte quand même bien puisqu'au dernier trimestre, elle a eu un profit de près de 1 milliard. Alors, autre secteur qui, lui, se porte très bien, c'est évidemment l'économie de l'Internet avec ce rachat fleuve, Expedia qui rachète le concurrent du site Airbnb. HomeAway, effectivement, pour près de 4 milliards de dollars. C'est phénoménal. En fait, Expedia veut se positionner sur ce marché lucratif de la location d'appartements, de villas. Et évidemment, Airbnb a pris une longueur d'avance. Alors, on n'arrête pas le progrès à présent. Le fabricant informatique NEC, le japonais, qui présente un clavier absolument révolutionnaire. Effectivement, qui va s'appeler ARM Keypad, c'est-à-dire virtuellement le bras. On va utiliser le bras pour pouvoir tapoter, notamment aller sur Internet, répondre à des emails. Alors, comment cela fonctionne? Très simplement, on va avoir des espèces de lunettes virtuelle qui sera attachée avec ce qu'on appelle une Smart Match, c'est-à-dire une montre aussi intelligente et qui on va pouvoir ainsi répondre à ces courriels. Et notamment, le smartphone sera dans la poche. Il faut savoir que ce domaine de la réalité augmentée intéresse tout le monde, que ce soit Google, Sony, Microsoft. C'est un marché estimé à 2020 à près de 120 milliards de dollars. Voilà, le bras donc qui devient clavier, on l'a vu sur les images en même temps que vous nous l'expliquiez. Lionel Friedfeld, merci beaucoup. Merci. Nouveau bras de fer à l'ONU entre Israéliens et Palestiniens. Les Palestiniens qui accusent Israël d'avoir prélevé des organes sur les corps des terroristes qui ont été tués ces dernières semaines lors des attaques. Israël a contre-attaqué aujourd'hui en dénonçant une nouvelle campagne antisémite de la part de l'autorité palestinienne. On va retrouver à New York notre correspondante Danielle Zeri. Bonsoir Danielle. Oui, bonsoir Jean-Charles. En effet, grande polémique autour de cette accusation faite contre Israël à l'ONU. L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, il y a quelques jours, le 3 novembre 2015, envoie une lettre au Conseil de sécurité, au président du Conseil de sécurité pour ce mois-ci, qui est Matthew Rycroft, l'ambassadeur britannique. Cette lettre, je l'ai entre mes mains. C'est une lettre de 3 pages dans laquelle il détaille, et je cite, les crimes israéliens commis contre le peuple palestinien sans défense. Alors dans cette lettre, il
y a une liste détaillée de ces crimes, de ces scénarios qui se seraient produits au cours des mois d'octobre et du début du mois de novembre, de ce mois-ci. Au bout de cette liste, vraiment tout à la fin, parmi les derniers arguments, eh bien, on trouve une phrase qui a choqué pas mal de gens qui ont lu cette lettre. Et cette phrase déclare que eh bien, les corps de Palestiniens tués pendant le mois d'octobre, qui ont été rendus aux familles palestiniennes par Israël pour les funérailles, eh bien, ont été rendus avec des organes manquants. Selon Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien, cela prouve d'autres accusations qui ont été faites auparavant contre Israël, disant que Israël faisait du prélèvement d'organes sur les corps de Palestiniens et même du trafic d'organes. Alors bien sûr, là, vous imaginez bien que la réponse israélienne n'a pas tardé. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Dani Danon, s'est exprimé contre ces accusations, les a appelées des mensonges, bien sûr, et puis a dit que l'ambassadeur palestinien faisait de l'incitation à la haine. Il a parlé d'antisémitisme et a appelé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à condamner ces propos. Pour l'instant, pas de réponse officielle de la part de l'ONU. Voilà, merci Daniel Ziri, donc correspondante depuis New York. Et on le sait d'ailleurs, dans quelques jours, Benjamin Netanyahou va se rendre à Washington, cette fois pour des retrouvailles avec Barack Obama, après plusieurs mois d'un très net refroidissement. Et bien justement, Dror Even-Sepir, bonsoir. C'est le moment choisi pour une nomination très controversée, celle d'un conseiller presse auprès de Netanyahou, qui apparemment pourrait déplaire fortement aux Américains. Oui, c'était un poste important, Jean-Charles. Il s'agit du responsable des services de presse et de la communication de l'information, la fameuse Hasbara. Donc c'est un poste clé. Et Benjamin Netanyahou a voulu nommer à ce poste un certain Ran Baratz, qui est peu connu du grand public, mais qui est un espèce de maître à penser dans certains milieux de la droite israélienne, dans certains milieux libertariens en Israël. Le problème, c'est que la langue, ou plutôt le clavier en l'occurrence de ce Ran Baratz, a fourché. On va voir plusieurs exemples tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est que Benjamin Netanyahou a suspendu cette nomination. Ça ne veut pas dire qu'il l'a annulée. Cette nomination a été suspendue. Des ministres du gouvernement, membres du Likoud, proches de Benjamin Netanyahou, ont appelé le Premier ministre à revenir sur sa décision. Et puis Benjamin Netanyahou qui s'est fendu d'un communiqué dans lequel il dit que les propos de Ran Baratz, sur lesquels on va revenir tout à l'heure, ne sont pas convenables et ne représentent ni mes positions ni celles de mon gouvernement, a dit Benjamin Netanyahou. Ran Baratz lui-même s'est excusé. Il y aura une rencontre entre les deux hommes, une rencontre de clarification au retour des États-Unis de Benjamin Netanyahou. Alors justement, qu'est-ce qu'on reproche précisément à Ran Baratz ? On reproche à Ran Baratz, d'une part, de s'en être pris en des termes un petit peu particuliers quand même à Reuven Rivlin, le président de l'État. Sur son compte Facebook, on va voir tout de suite quels ont été les propos controversés de Ran Baratz sur le président Reuven Rivlin. Voilà. C'est un personnage si insignifiant qu'il n'y a aucune menace pesant sur sa vie. Je crois qu'on pourrait même l'envoyer en parachute ascensionnel sur la partie du Golan syrien dirigée par le Daesh, rien de moins. Le lendemain, c'est-à-dire les militants du Daesh, le rendront en demandant d'ouvrir des pourparlers sur leur retour immédiat en Irak. Voilà à quel point Reuven Rivlin est insupportable, selon en tout cas Ran Baratz. Alors c'est un sens de l'humour un petit peu particulier. Rien de bien méchant, quoique lorsqu'on associe le président de l'État d'Israël au Daesh, ça fait toujours grincer des dents, bien évidemment. Mais lorsqu'on se destine à être le chef de presse, à être le communicant numéro 1 du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, on essaye tout de même d'avoir des propos un petit peu plus mesurés tout de même. Ouais. Alors il y a aussi un aspect diplomatique dans ce qui est reproché à Baratz, puisqu'il y a justement la visite à Washington qui arrive en plus. Oui, parce que les journalistes, notamment ceux de la chaîne de télévision numéro 2, sont allés voir sur le compte Facebook de ce Ran Baratz. Ran Baratz qui n'a pas pris la précaution élémentaire d'effacer, c'est assez simple de le faire tout de même, ses propos controversés. Et Ran Baratz, on le sait, il apprécie peu les dirigeants américains. C'est normal, Benjamin Netanyahou aussi, on le sait également, ne porte pas dans son cœur peut-être John Kerry et Barack Obama. Mais voilà ce que Ran Baratz a écrit sur John Kerry il y a quelques mois.
On va le voir s'afficher à l'écran tout de suite. Voilà, Rand Barath donc sur John Kerry. Je suis allé voir, c'était en octobre 2014, le discours de Kerry dans lequel il établit un lien entre Israël et Daesh. C'était assez tordant. Après son mandat de secrétaire d'État, une florissante carrière d'humoriste à Kansas City ou à Mossoul lui est assurée. C'est ce que écrit Rand Barath. Rand Barath qui a également affirmé que John Kerry avait l'âge mental d'un enfant de 12 ans. Voilà donc ce que Barath, futur peut-être communicant numéro 1 de Benjamin Netanyahu, a écrit sur John Kerry. Et puis sur Barack Obama, là ça va encore plus loin et là les choses sont plus sérieuses. Regardez ce que ce même Barath a écrit sur Barack Obama. Voilà, permettez-moi d'être, en dépit de mes habitudes plutôt modérées, permettez-moi, excusez-moi, d'être un petit peu âpre. La manière dont Obama considère le discours de Netanyahou, c'était le discours prononcé devant le Congrès américain sur le nucléaire iranien. Eh bien, cette manière, c'est le visage de l'antisémitisme moderne dans les pays occidentaux et libéraux. Il s'accompagne bien sûr de beaucoup de tolérance et de compréhension pour l'antisémitisme islamique, tant de tolérance et de compréhension qu'ils, les Américains, sont prêts à leur donner l'arme atomique. Donc Barack Obama affilié à l'antisémitisme moderne. On peut imaginer que ça passe mal aux États-Unis. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Earnest, s'est exprimé sur cette question il y a quelques minutes à peine, en des termes plutôt modérés. Les excuses présentées par ce fameux Rand Barath étaient nécessaires, a dit Josh Earnest, le porte-parole de Barack Obama, mais Benjamin Netanyahu nomme qui il veut au poste de responsabilité. On sent quand même un signe, une volonté d'apaisement très nette de la part de Washington, parce que cette rencontre qui va avoir lieu très bientôt la semaine prochaine entre Barack Obama et Benjamin Netanyahu, c'est une rencontre cruciale au cours de laquelle les fameuses compensations sécuritaires promises par Washington à Jérusalem suite à la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, donc ces fameuses compensations vont être discutées, et de part et d'autre, on joue l'apaisement. Donc il est possible que ce malheureux épisode soit assez rapidement oublié, et il est possible que Benjamin Netanyahu, malgré tout, donc, étant donné, encore une fois, la volonté d'apaisement manifeste des Américains, finalement nomme Rand Barath à la tête des services de presse et du bureau d'information des services du Premier ministre. En tout cas, bien évidemment, Rand Barath, qui devait être du voyage pour Washington, eh bien finalement, il ne sera pas dans l'avion. Eh ben voilà, en tout cas, c'est un drôle. Il ne va pas s'ennuyer, Netanyahou, avec lui, comme conseiller presse. Alors, Nadia Ellis, bonsoir. Vous êtes spécialiste dans l'analyse du discours à l'Université de Tel Aviv et vous vous êtes intéressé justement à la portée de ces propos tenus par Barath. Oui, alors revenons sur la dernière déclaration qu'on a vue, celle à propos d'Obama, parce que les implicites de ce post sur Facebook vont très loin, en fait, et sont effectivement très graves. Pourquoi en gros, il fait cette équation critique à Israël, c'est de l'antisémitisme. C'est pas quelque chose d'absolument nouveau. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière par rapport aux déclarations du pape. Donc c'est effectivement quelque chose qui se dit être anti-Israël, c'est être antisémite. Mais dans cette déclaration spécifique, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que apparemment Obama, selon Rand Barath, critique ou aurait critiqué à l'époque le discours de Netanyahou à cause donc d'une haine vers les Juifs, qui est une haine raciste, puisqu'il parle d'antisémitisme, mais il spécifie c'est de l'antisémitisme moderne et occidental. Et là est peut-être la nuance qui est fondamentale. Pourquoi ? Parce que cet antisémitisme moderne occidental va, bien sûr, dit-il, main dans la main avec l'antisémitisme islamique. Or, l'antisémitisme islamique dont il parle, c'est celui de l'Iran, donc un antisémitisme qui souhaite effectivement détruire l'État d'Israël et tuer les Juifs. Donc clairement, on parle d'un souhait de mort des Juifs. Et effectivement, selon le poste, selon les mots de Rand Barath, il y a une forme d'antisémitisme qui dit ouvertement de vouloir détruire Israël, et l'autre forme, étant donné qu'elle est moderne, qu'elle est occidentale, donc qui est plus dans le politiquement correct, elle ne peut pas le dire ouvertement, donc elle se contente quelque part de fournir les moyens à l'Iran, donc au deuxième type d'antisémitisme, de tuer les Juifs. Donc en gros, il est en train de dire de manière pas très délicate, ni trop implicite, mais en tout cas c'est le message qui est dit par ce poste, que les Américains, ou qu'Obama en tout cas, désiraient détruire Israël tout comme l'Iran, mais il ne peut pas le dire très clairement, il ne peut pas le dire ouvertement, et donc il se contente de fournir les moyens à l'Iran pour le faire. C'est évidemment très grave et ça va très loin. Voilà, et puis aujourd'hui, il y a Hillary Clinton qui est candidate à l'investiture pour le camp démocrate, qui déclare que si elle est élue, elle renforcera les liens avec Israël, qui est un allié de toujours, dit-elle, avec les États-Unis. Dans le camp démocrate, Hillary Clinton est considérée comme bien plus proche d'Israël que n'est Barack Obama, c'est une évidence.
le fait que la droite israélienne, notamment autour du Likoud, n'a que peu d'appréciation pour l'administration Obama, c'est pas nouveau. On considère il y a eu des dérapages aussi de Kerry, on se souvient aussi envers Netanyahou, donc c'est pas toujours dans le même sens. Tout à fait. On considère dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, même si on ne le dit pas haut et fort, mais on considère que cette administration, elle a fait la preuve à maintes reprises de son incompétence flagrante concernant les affaires moyen-orientales, d'une bonne dose de naïveté face aux Iraniens dans les négociations sur ce fameux accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Et tout cela, ce sont des reproches tout à fait légitimes, mais peut-être en partie justifiés, que l'on peut adresser à l'administration Obama. Ran Barat va plus loin, il parle d'antisémitisme. L'antisémitisme dans les pays modernes et dans les pays libéraux, ça c'est une thématique un petit peu nouvelle, parce qu'en Israël, on a tendance à considérer que l'antisémitisme, c'est principalement l'affaire du monde arabo-musulman et l'affaire en Occident de l'extrême droite et peut-être aussi un petit peu de l'extrême gauche. Là, il s'agit quand même du Parti démocrate américain, dont on connaît la proximité avec l'électorat juif, précisément aux États-Unis. Donc ces reproches d'antisémitisme, il va quand même plus loin que les reproches qui sont habituellement adressés par la droite israélienne et par la droite intellectuelle en Israël. Et Ran Barat, c'est un intellectuel de premier plan. On peut sourire de son sens de l'humour un petit peu particulier, un petit peu potache. Il est quand même docteur en philosophie. C'est un intellectuel brillant, peut-être un petit peu trop radical pour les fonctions auxquelles manifestement Benjamin Netanyahou le destine. Voilà, pas diplomate en tout cas, c'est surtout ça ce qu'on peut lui reprocher visiblement. Merci Dror Even Sapir, merci Nadia Elise. Direction Jérusalem-Est, à présent la partie arabe de la ville est l'un des quartiers qui est devenu justement une place forte du terrorisme anti-israélien. Il s'agit de Chouafat, où comment le Hamas a réussi à s'implanter dans un quartier de la capitale d'Israël. C'est un reportage de Maël Benoliel. On le voit partout. Le Hamas s'affiche ici jusque sur les portes d'entrée des immeubles. Et les nombreux drapeaux verts qui flottent dans le ciel ne laissent pas de place au doute. Bienvenue à Chouafat, le seul camp de réfugiés palestiniens situé à l'est de Jérusalem. C'est tous ces drapeaux qui t'inquiètent? Moi, je suis musulman et comme tous les musulmans dans le monde, nous croyons ce qui est écrit dessus. Il n'y a de divinité que Dieu et Mohamed et son messager. N'est-ce pas, les gars? Tu m'as demandé pourquoi les Juifs ont peur de venir jusqu'ici. C'est faux, c'est juste de la propagande israélienne. Et pourtant, au moins 2 jeunes du camp ont commis des attaques au couteau ces dernières semaines. À chaque fois, le Hamas a revendiqué leur appartenance au groupe terroriste. Le mouvement islamiste a même distribué des bonbons aux enfants du camp. D'après l'islam, il est strictement interdit de tuer. Mais il n'est pas interdit de se défendre ou de réagir à une trop grande souffrance. L'être humain a ses limites, vous savez. Combien pouvons-nous supporter cette situation? Que les choses soient claires, nous sommes ici pour rester. Le ton est donné. Il faut dire qu'ici, les 20 000 habitants de ce camp se sentent laissés pour compte. Construit par la Jordanie avec l'aide des Nations Unies, Chouafat a été annexé par Israël en 1967 à l'issue de la guerre des 6 jours, en même temps que Jérusalem-Est. Situé entre le mur de séparation construit en 2004 et la Cisjordanie, le camp de Chouafat se trouve dans une zone de non-droit. Même si les habitants possèdent tous des cartes d'identité israéliennes, les autorités n'interviennent plus depuis longtemps. Bah est le représentant des habitants du camp de réfugiés de Chouafat. Pour lui, le coupable est tout trouvé, Israël. Cette histoire de couteau, tu crois que c'est qui le responsable? Israël. Je sais bien que ce n'est pas Israël qui dit aux jeunes de faire ça, mais la vérité, c'est qu'Israël ne fait rien pour rendre nos vies meilleures. The problem with them make all of you don't make something good to be my life is very good. Make for with make. Le Hamas de son côté fait réfléchir les gens. Il sait parler aux musulmans, notamment à propos de Jérusalem. Muslims about Jerusalem. We should to give the people. Je crois qu'il faut donner une chance aux gens d'ici de vivre comme il faut. Pourquoi j'irai croire le Hamas? Ici, ça n'est pas la Cisjordanie, ça n'est pas Gaza, c'est Jérusalem. Alors qu'à Jérusalem, beaucoup ignorent la présence d'un camp de réfugiés palestiniens sous la juridiction de la ville,
Chouafat est devenu ces dernières années un véritable bastion du Hamas. La tempête de sable qui sévit sur le Moyen-Orient s'est poursuivie aujourd'hui avec comme conséquence une dégradation très importante de la qualité de l'air, des niveaux de pollution très élevés, constatés par exemple sur la ville de Tel Aviv. Reportage Julia Ganancia. Difficile de distinguer le ciel de la mer. Pour la deuxième fois en 2 mois, Tel Aviv est de nouveau recouvert d'un nuage de poussière. Aux abords de la plage, rares sont ceux qui se sont risqués à sortir respirer l'air pollué. Mais quelques-uns sont bien décidés à ne pas bousculer leurs habitudes. Je veux garder la forme. Un peu de vent, c'est pas ce qui va nous arrêter. Je me suis dit qu'on allait sortir courir. La météo est agréable. La poussière est un peu retombée, donc on est plus à l'aise pour respirer. Je ne veux pas exagérer, je ne veux pas courir, je ne veux pas faire du sport, mais Segway, ça va. On ne fait pas trop d'efforts. Si on est en bonne santé, si on n'a pas ni asthmatique ou d'autres maladies, il n'y a pas de problème. Pas de problème, ou presque, car ce phénomène météorologique pourrait être bien plus dangereux qu'on ne le pense, surtout lorsqu'il intervient plusieurs fois dans l'année. Plus les particules sont fines et plus elles pénètrent profondément dans l'appareil pulmonaire. La poussière pénètre dans la trachée, les bronches, puis les bronchioles. Elles peuvent être crachées ou avalées dans l'œsophage, mais si l'empoussiérage est trop élevé, elles iront jusqu'aux alvéoles. Pour le docteur Schulimson, la situation est surtout risquée pour les personnes sensibles. Tout ce procès de respiration qui commence dans les voies aériennes supérieures et se déroule ici, là-bas, tout à fait dans les poumons est affecté par cette tempête, par ces sables, par cette particule qui gêne le transfert de l'oxygène. Notre symptôme sont la difficulté de respirer, la tousse bien sûr qu'on doit expirer et les glaires qui sont toujours présents. Pour les particules allant jusqu'à une taille de 10 micromètres, le seuil maximum fixé par l'agence onusienne est de 20 microgrammes par mètre cube d'air. Une limite largement dépassée dans de nombreuses villes et Tel Aviv n'y échappe pas. Ces 2 derniers jours, les niveaux maximums des particules de 10 micromètres ont atteint des valeurs 70 fois plus élevées que la normale. Dans un récent classement établi par l'OMS, Israël se classe en 24e place des pays où la qualité de l'air est la plus mauvaise. Aujourd'hui, plus que jamais, Tel Aviv porte parfaitement son nom de ville blanche, mais heureusement pour les Tel Aviviens, la pluie annoncée devrait chasser en grande partie le nuage de poussière. Alors justement, on est en ligne avec Daniel Elkabetz, qui est directeur commercial de Brizometer. C'est une start-up israélienne qui permet, sur une application de téléphone, eh bien, de mesurer la qualité de l'air, la pollution aussi. Bonsoir Daniel Elkabetz. Bonsoir. J'ai bien résumé. Merci de nous recevoir. J'ai bien résumé. Votre application sert à ça? C'est ça, en effet. Comment ça marche? Notre mission, en effet, c'est vraiment d'améliorer la santé et la qualité de vie de milliards de personnes à travers le monde en fournissant des données relatives à la qualité de l'air de façon simple, intuitive et vraiment actionnable. Qu'est-ce que j'entends par là? Si demain je vous dis qu'il fait 25 degrés, vous allez comprendre ce que ça veut dire assez facilement, comme tout le monde, mais par contre, si je vous parle de PM2.5, de ozone, effectivement, ça devient un peu plus compliqué pour nous. Donc vraiment, notre but, c'est de démocratiser les données relatives à la pollution afin de permettre aux gens de se protéger en temps réel. Et là, on a là, par exemple, depuis 2 jours, pour ceux qui sont à Tel Aviv, vous leur dites que sur l'application, il est clairement écrit de ne pas sortir, ne pas faire d'activité dehors parce que l'air est vraiment très mauvais? Il faut relativiser, mais effectivement, l'air est pas bon. Mais là, dites-vous que c'est visible aujourd'hui. Mais imaginez que toute l'année, il y a des événements polluants de ce type qui ne sont pas visibles. Et vous n'avez pas de moyen de vous protéger. Donc nous, vraiment, notre plateforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de cartographier la pollution, de suivre les zones à risque, et tout ça grâce à la puissance de nos technologies qui reposent sur le cloud de Google. Donc derrière, qu'est-ce qu'on va vous permettre? C'est de voir la pollution, mais à l'échelle de votre rue, et non à l'échelle d'une ville. Typiquement, si demain je vous dis que Paris est pollué, vous n'allez pas forcément pouvoir vous protéger, parce que ça ne va pas vous donner beaucoup d'indications. Par contre, si je sais vous montrer la pollution autour de vous, vous pouvez l'éviter. Vous pouvez aussi protéger vos enfants. Vous pouvez recevoir des notifications et en temps réel fermer les fenêtres. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de scénarios comme ça qui vont vous permettre de vous protéger de la pollution. Nous, nos technologies, on l'intègre à la fois à travers cette application, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie demande côté entreprises du secteur privé, ou même à travers les villes, qui nous demandent d'intégrer leurs données, nos données, dans leur système, justement pour suivre la pollution en temps réel ou pour envoyer des notifications à leurs clients.
Merci beaucoup Daniel Elkabet, directeur commercial donc, de Breezometer. C'est cette application qui évidemment est très utile au moment où on parle beaucoup de pollution de l'air dans les grandes villes. Et bientôt d'ailleurs le sommet sur l'environnement qui aura lieu. Des images spectaculaires du Yémen justement à propos d'un cyclone tout à fait exceptionnel qui sévit actuellement. Il s'appelle Chapala, il a commis et perpétré des dégâts absolument considérables du jamais vu dans cette zone donc du Yémen déjà ravagée par la guerre. Le nombre des victimes n'est pas connu encore pour l'instant, mais vous le voyez, donc des vagues particulièrement impressionnantes et des dégâts considérables dans les villes. Et puis le classement, toujours très spectaculaire aussi, du magazine Forbes des personnalités les plus puissantes du monde. Et pour la 3e fois consécutive, eh bien, c'est Poutine qui domine le monde. Tiens, c'est étonnant, avec Gabriel Nolin. Poutine, maître du monde ? Il arrive en tout cas pour la 3e fois consécutive en tête du classement Forbes des personnalités les plus puissantes de la planète. 4 critères principaux ont été réunis par le président russe. Avoir du pouvoir sur un grand nombre de personnes, dans de multiples sphères, faire un usage concret de ce pouvoir et posséder des ressources financières. Pour Forbes, il serait une des rares personnes dans le monde qui puisse se permettre de faire ce qu'il veut sans conséquences. Le conflit en Ukraine et ses implications en sont une illustration. Ni les sanctions internationales, ni la récession de l'économie russe n'ont pu ternir l'image du président Poutine. L'implication russe en Syrie a permis à Poutine d'augmenter son influence. Il est devenu le personnage crucial de toutes les discussions. Pour Forbes, les bombardements qu'il y mène ont porté atteinte à l'image des États-Unis et de l'OTAN, qui apparaissent plus faibles. Avec ce classement, Poutine montre une nouvelle fois l'étendue de sa puissance face à ses concurrents. On se retrouve dans 10 minutes avec François Hesbourg qui viendra nous présenter son dernier livre, lui, l'expert en géopolitique. Vous verrez, c'est passionnant. Dans un instant, nouveau journal complet avec Julien Baloula tout à l'heure. Suite du grand direct et c'est peu dire évidemment que le monde dans lequel nous vivons est des plus agités, que ce soit au Moyen-Orient mais aussi en Europe et d'ailleurs dans d'autres régions du globe. On va parler avec un spécialiste de géopolitique, François Hesbourg, qui est en duplex avec nous depuis Paris à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Secrète Histoire, la naissance du monde moderne. C'est publié chez Stock, ça sort donc ces jours-ci. Bonsoir François Hesbourg, merci d'être avec nous. Alors, finalement, ce que vous racontez dans votre livre au travers de très nombreuses anecdotes, parce que vous avez occupé des postes où vous avez été un petit peu dans le secret de ces grandes décisions, c'est pour montrer quoi? C'est que ce sont parfois des petits détails qui ont fait basculer la géopolitique du monde dans lequel on est aujourd'hui? Alors, il y a 2 types de messages. Le premier message est celui que vous venez d'évoquer, c'est que l'avenir est ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est le présent qui va déterminer l'avenir et il suffit parfois de peu de choses pour que l'avenir soit très différent de ce qu'il aurait été en d'autres circonstances. Donc le message, c'est l'importance de la contingence et donc l'importance aussi des bonnes et des mauvaises politiques. Hein. Ce n'est pas du tout un message de renoncement, c'est le contraire. L'autre message est de nature un peu différente et peut-être adressé plus aux Européens qu'aux Israéliens, qui n'ont pas trop besoin qu'on le leur rappelle, c'est que la fin de la guerre froide en Europe, qui a été quelque chose de majeur, de massif, de très important pour le monde entier, qui a été quelque chose de pacifique, qui s'est passé en quelque sorte chez les bisounours, comme on dit en France, et a été une anomalie historique. Et que la normalité historique, c'est la violence, c'est le déchirement, c'est la tension. Ça, c'est quelque chose que les Européens sont en train de réapprendre. Et d'où le rappel que je fais dans mon livre de la façon dont s'est terminée la guerre froide, pourquoi elle s'est terminée comme elle s'est terminée, de façon assez imprévisible, à vrai dire, mais aussi avec un message en sous-jacence, c'est que nous pensions à l'époque que la guerre froide était quelque chose de relativement pacifique, à relativement faible niveau de risque. En fait, la guerre froide a été infiniment plus dangereuse que nous le pensions à l'époque et nous n'avons dû qu'à
qu'à la chance, à des concours de circonstances, parfois aussi à de bonnes politiques, le fait d'avoir évité la Troisième Guerre mondiale à l'époque. Oui, c'est ce que vous racontez, hein, notamment lors de la fameuse crise des missiles de Cuba. Vous dites finalement ça tient à rien du tout. C'est un marin soviétique, hein, c'est ça qui évite finalement l'engrenage et le fait qu'on bascule peut-être dans la guerre nucléaire. Ah, c'est une histoire tout à fait étonnante. Vous savez, moi j'avais 12 ans à l'époque de la crise des fusées de Cuba. J'étais à Washington. J'ai vécu l'atmosphère dramatique de l'époque. Aujourd'hui, nous savons, mais seulement depuis quelques années, que nous étions passés encore beaucoup plus près du bord du gouffre que nous le pensions à l'époque. Et notamment, je raconte cette histoire incroyable, un sous-marin soviétique qui se fait grenader par la marine américaine et l'équipage doit décider s'il va lancer ou non une torpille nucléaire pour détruire le groupe porte-avions qui était en train de la harceler. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait de grenades d'exercice. Ce n'est pas écrit sur le bruit que font les grenades quand elles explosent. Et les 3 marins responsables, le capitaine, son numéro 2 et l'officier machiniste et mécanicien, doivent être d'accord pour qu'il y ait un tir nucléaire. L'un d'entre eux refuse. Et c'est cet homme-là qui a sauvé la paix du monde. On est passé vraiment très près du bord du gouffre. C'est un rappel aussi, en quelque sorte, que la tragédie n'est jamais vraiment loin. Les Européens ont eu une chance incroyable au cours des 60 dernières années. C'est une anomalie historique. La normalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, hélas, avec le croisement de la crise du Moyen-Orient et les problèmes de l'Europe avec la Russie d'autre part. Alors justement, on va y venir hein, de cette actualité, mais quand vous parlez justement aussi de cette affaire et de ce terrible attentat qui est commis à Paris, rue Marbeuf, et pour lequel vous avez, vous, l'information juste avant, ça rappelle évidemment ce qui se passe aujourd'hui quand on voit ces attentats et on dit toujours mais pourquoi on n'arrive pas à les prévenir? Vous aviez la possibilité justement d'empêcher cet attentat de la rue Marbeuf. Ça continue d'être un crève-cœur. On avait l'information, j'avais un informateur qui est toujours en vie aujourd'hui, j'évoque de citer son nom dans le livre, mais il se connaît, si je puis dire, qui me donne les détails opérationnels la veille, et je les fais transmettre au ministère de l'Intérieur. Alors là, vous avez ce qui arrive, même dans des États bien gouvernés, c'est peut-être même arrivé quelquefois en Israël aussi, c'est que l'information ne venait pas du ministère de l'Intérieur, ça venait de la Défense, donc on s'est assis dessus, not invented here, comme on dit dans le langage managériel, et le lendemain matin, nous avions des morts, des dizaines de blessés, une affaire absolument horrible, et moi je me reprocherais toute ma vie de ne pas avoir pu faire davantage pour empêcher que l'attentat ait lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, on a tiré les leçons d'erreurs de ce type qui sont dramatiques, puisqu'il y a eu effectivement 8 morts et plus de 100 blessés lors de cet attentat à la rue Marbeuf? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'Occident a tiré les leçons de tout cela, ou est-ce qu'il se laisse encore surprendre? Et on l'a vu, finalement, la réponse, hélas, on peut la deviner. Alors, la réponse rassurante, c'est que très rapidement, des mesures ont été prises. La coordination est bien meilleure en France aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Il y a eu en France, entre 1996 et 2011, il y a eu 0 attentat mortel, alors que beaucoup d'attentats ont été tentés. On n'arrive pas à les empêcher tous, mais ça, en France comme en Israël, on sait qu'on ne peut pas empêcher tous les attentats. Ça, c'est la réponse presque rassurante. La réponse qui est moins rassurante, c'est que nous savons que dans le domaine du terrorisme, comme dans d'autres domaines, lorsque des techniques de destruction sont disponibles, un jour, quelqu'un va les utiliser, et la capacité de destruction pour des groupes comme Daesh ou d'autres groupes terroristes sont plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient naguère, et il y aura des coups plus puissants portés contre nos sociétés que dans le passé. Et est-ce qu'on a fait le nécessaire?
Je crains que les efforts récents qui ont été faits ne paieront vraiment que dans 3 ou 4 ans, dans le cas de la France, et que les terroristes, eux, n'attendront pas 3 ou 4 ans avant de commettre leur prochain forfait. Ouais. Ce que vous dites, finalement, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire qu'on a effectivement vu des attentats. On a peut-être vu d'ailleurs dans le Sinaï, avec ce qui s'est passé dans cet avion russe, même si tout n'est pas encore connu, mais on a peut-être là la preuve que bien une bombe a pu réapparaître dans un avion de ligne, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Que les terroristes ont peut-être toujours un pion d'avance sur les services de renseignement en matière de procédés de destruction ? Par rapport aux services de renseignement et, le cas échéant, par rapport aux services de sécurité. Depuis le 11 septembre, les mesures de surveillance dans les aéroports sont beaucoup plus lourdes qu'elles ne l'étaient naguère. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'attentat à la bombe ou à la grenade dans un avion depuis cette époque. Et s'il devait s'avérer que l'avion russe a été détruit en Égypte par de telles techniques, ça voudrait dire que la sécurité aéroportuaire est à revoir en tout état de cause en Égypte, mais peut-être ailleurs aussi. Et je crains fort qu'il ne s'agisse effectivement d'un attentat. Les Britanniques comme les Américains sont en train d'agir très exactement comme s'il s'était agi d'un attentat. Alors je voudrais qu'on parle maintenant, parce que c'est aussi un peu ce que vous disiez tout à l'heure à travers le message que vous faites passer sur les bonnes décisions qui permettront peut-être d'empêcher des catastrophes futures. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie avec l'implication des Russes, la lutte contre l'État islamique, on a l'impression finalement d'une espèce de pagaille militaire qui n'est pas très organisée et qui ne semble pas porter ses fruits. Est-ce que vous trouvez qu'on s'y prend de la bonne manière pour lutter contre l'État islamique ? Par exemple, aujourd'hui, la France envoie son porte-avions Charles de Gaulle pour participer à ces opérations. Est-ce que tout cela est bien coordonné, que ce soit entre les Russes et l'Occident ? Bon, au plan opérationnel, les Russes, les Américains, les Français feront le nécessaire pour éviter que leurs avions ne se rentrent dedans dans le ciel syrien. La question est de savoir si ça va servir à quelque chose. Ce n'est pas absolument évident, mais au-delà de ce qui se passe au jour le jour, et le fait est que la situation est d'une complexité inhabituelle, même par rapport aux standards déjà très élevés en la matière du Moyen-Orient. Vous avez un croisement entre les conflits territoriaux et les conflits religieux, Daesh en étant d'ailleurs un exemple pratique, comme l'a été et continue de l'être à sa façon le Hezbollah. Et ça ressemble beaucoup à l'Europe de la guerre des 30 ans. Et comme son nom l'indique, cette guerre a été longue, elle a aussi été d'une violence incroyable, et surtout, elle ne se prêtait pas à la création de coalitions stables, à des alliances dans la durée. La seule façon raisonnable de réagir, c'était d'opérer au coup par coup, pas à pas, et avec de la prudence et de la détermination, plutôt que sur la base de plans préétablis et bien sûr avec une fougue excessive. La prudence stratégique, la réserve stratégique est d'un côté et l'opportunisme tactique de l'autre. C'est un petit peu, je crois, ce que pratique aujourd'hui Israël face aux différents conflits qui se déroulent en Syrie, parce qu'il faut parler de conflits au pluriel. Ce n'est pas forcément que ce soit très intelligent, mais c'est plus intelligent que les alternatives. Ouais. Alors, évidemment, on ne peut pas dire combien de temps cela va durer. Vous parlez de la guerre de 30 ans aujourd'hui. L'État islamique, à votre avis, c'est aujourd'hui le plus gros danger pour l'Occident? C'est ce groupe terroriste là, qui s'est emparé d'un pays, d'un État? C'est la menace majeure aujourd'hui? C'est la menace immédiate. Ce n'est pas forcément la plus importante, mais c'est la menace immédiate pour la France. Par exemple, le retour d'éventuels touristes du djihad de Syrie, c'est un vrai danger. L'efficacité de la propagande tout à fait remarquable de Daesh auprès de certains jeunes en France même
c'est un vrai danger. Mais au-delà de l'immédiat, il y a l'ensemble des conflits qui se déroulent aujourd'hui au Moyen-Orient. On a la montée en puissance de l'Iran, on a le rôle que joue le Hezbollah dans le conflit syrien, la capacité qu'a le Hezbollah de frapper dans sa région et, le cas échéant, au-delà de sa région. Les tentatives d'attentats du Hezbollah, par exemple en Allemagne, il y a quelques années, et beaucoup plus récemment contre des cibles israéliennes en Bulgarie. Autrement dit, le danger immédiat doit nous mobiliser, mais ce sont l'ensemble des dangers qu'il va falloir suivre et il ne faut pas ouvrir le champ à la montée en puissance de l'Iran parce qu'on aurait joué avec les Iraniens contre Daesh. Il faut faire très attention à ne pas compromettre l'avenir en jouant de façon malhabile dans le présent. Or, c'est ce qui peut arriver si l'on joue de façon trop complaisante avec Bachar et les Iraniens et les Russes. Ouais, parce que là, il y a des bouleversements très importants qui sont en train de se dérouler dans ce Moyen-Orient qu'on prend là dans son ensemble. Là, on voit bien que les pays du Golfe sont en train de revoir complètement leur politique parce qu'ils ont très peur de l'Iran. Tout ça, c'est quelque chose qui peut échapper et au contrôle des Russes et au contrôle des Américains ? Écoutez, le mot contrôle est le bon mot. Le sentiment de perte de contrôle, un peu comme dans un avion fou. Je suis rentré il y a quelques jours de Manama, de Bahreïn, où il y avait la réunion organisée chaque année par l'IASS, avec le président Sisi, avec un certain nombre de ministres des Affaires étrangères de la région et hors de la région. Jamais en l'espace de 12 ans que nous tenons ce type de réunion, l'atmosphère n'a été aussi lourde, aussi empreinte de suspicion que ce n'était le cas à cette occasion. Il faut dire que les Iraniens ont fait très fort, puisque des caches du Hezbollah ont été découvertes au Koweït et à Bahreïn au cours des tout derniers mois. Le terrorisme est un jeu qui se joue à plusieurs au Moyen-Orient. Hein. Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant, comme tout ce que vous racontez d'ailleurs dans votre livre avec donc toutes ces secrètes histoires, parce que c'est le titre qu'il faut prendre avec ce pluriel, secrètes histoires, tout ce qui a bouleversé et qui aurait pu changer vraiment d'une autre manière aussi la géopolitique du monde. C'est publié chez Stock, La naissance du monde moderne. François Hesbourg, merci beaucoup d'avoir été notre invité depuis Paris. Merci à vous. Parce que c'est toujours passionnant d'entendre évidemment cette analyse que vous avez, cette vision que vous avez de tous ces conflits et de toutes ces menaces qui aujourd'hui ont lieu principalement au Moyen-Orient, mais pas seulement. Et puis également ces anecdotes que vous avez racontées. Merci beaucoup. Livre donc qu'on a vu à l'image qui sort ces jours-ci. Vous étiez en direct depuis notre studio parisien. Voilà, dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau journal sur i24 News.